Bonjour à tous. Donc, nous abordons aujourd'hui une troisième étape de notre réflexion. La première étape avait consisté à rappeler ce qu'avait été ce que j'appelais l'esprit de l'égalité, l'esprit révolutionnaire, pourrait-on préciser, de l'égalité, tel qu'il avait été formulé dans les révolutions américaine et française, l'égalité conçue comme une relation sociale définie autour des trois principes de similarité, de réciprocité et de citoyenneté. Nous avons ensuite vu dans un deuxième temps comment cet esprit révolutionnaire avait été d'une certaine façon abattu et mis en cause par le développement et l'irruption de la révolution industrielle et du capitalisme. Et qu'à l'occasion de l'irruption du développement de cette révolution industrielle, était apparu tout un ensemble de conceptions que j'ai qualifiées de pathologiques de l'égalité. C'est-à-dire l'égalité dans la perspective libérale conservatrice réduite à sa dimension la plus minimale, ou l'égalité comprise sous des modalités pathologiques de la similarité ou de la communalité, c'est-à-dire des conceptions de l'égalité réduites à une vision substantialiste de l'identité. Et maintenant, nous allons aborder donc un troisième temps pour analyser les conditions dans lesquelles cette première grande crise de l'égalité a été surmontée. Et elle a été surmontée à travers la mise en place de ce qu'on a appelé plus tard au XXe siècle l'État-providence, mais ce que je propose d'appeler, pour rester fidèle à la ligne analytique de ce cours, l'avènement d'une égalité-redistribution. C'est en effet non pas une nouvelle théorie de l'égalité qui va s'imposer, mais ce sont des pratiques de réduction de l'inégalité à travers des mécanismes de redistribution qui vont totalement changer la face des sociétés industrielles et qui vont les changer de fond en comble sur trois plans. Premièrement, une transformation complète du rapport à l'impôt dans les sociétés industrielles. Deuxièmement, le développement de mécanismes de prise en charge des risques sociaux à travers des techniques assurantielles, c'est ce qu'on appelait à proprement parler l'État-providence. Et troisièmement, à travers le développement de tout un ensemble de législations sociales considérant le travail comme une forme d'acteur collectif. Et ça va être le développement de toute une législation collective du travail, prenant en compte les organisations syndicales comme des représentants d'une force collective qu'il s'agit de réguler, d'organiser et à laquelle on va appliquer des modalités de négociation collective pour fixer des conditions de travail et de rémunération. Donc, on peut parler d'une véritable révolution de la redistribution. Et cette révolution de la redistribution, elle s'est d'abord manifestée par l'invention de l'impôt progressif sur le revenu. On peut dire que c'est seulement à la fin du XIXe siècle que le prélèvement fiscal commence à être appréhendé comme un possible instrument de réforme sociale. Et pour en arriver là, il faut se souvenir qu'il avait fallu rompre avec beaucoup de choses du passé. D'abord, avec la démonisation viscérale de l'impôt, considéré comme foncièrement illégitime d'abord. Il ne faut pas oublier que jusqu'au milieu du XIXe siècle, y compris dans les milieux républicains ou socialistes, l'impôt restait en effet attaché partout en Europe d'un parfum de suspicion. Il gardait une dimension de prélèvement indu et forcé, celui qui le marquait au temps de l'absolutisme. Et le payer, dans ce temps-là, c'était un signe de servitude. L'impôt, c'était le tribut payé au maître, la redevance sans contrepartie des inférieurs aux supérieurs, la taxe dont les riches et les puissants étaient le plus souvent exemptés. Et la fréquence des révoltes fiscales dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles suffit à témoigner de la virulence de ce sentiment d'injustice. En France, la colère contre le fisc a été à l'origine de 40% des cas de rébellion pendant cette période. C'était la statistique établie par Jean Nicolas dans son grand livre sur la rébellion française, mouvement populaire et conscience sociale de 1661, avènement
de Louis XIV à 1789. Et même s'il y avait de très importantes émeutes frumentaires, qui était la deuxième cause, la question des grains, la deuxième cause de rébellion, c'est la question du fisc qui venait en tête dans les protestations populaires. Et seule en Europe faisait exception au XVIIIe siècle l'Angleterre. Car si le système fiscal y était également fort injuste, l'existence d'un régime parlementaire, ce qui n'était pas le cas ailleurs, liait cependant plus visiblement l'établissement de l'impôt à l'établissement de dépenses budgétaires que tout le monde pouvait apprécier. D'où le fait remarquable au XVIIIe siècle que le prélèvement fiscal était 2 fois plus élevé qu'en France alors qu'il ne suscitait pas de mouvement de rejet équivalent. Et même après la Révolution française et sa relégitimation de l'impôt dans le lien avec la citoyenneté active, il restera pourtant toujours quelque chose de l'ancien réflexe de résistance qui était ancré dans l'inconscient collectif. Le sentiment d'une extériorité structurelle vis-à-vis de la société subsistera, et le spectre de l'État bureaucratique ne fera sur ce plan que se substituer à celui des privilèges. D'où, simultanément, le lien qui s'établira, en France est particulièrement frappant dans toutes les têtes, entre l'idée de bon gouvernement et celle d'impôts modestes. Et beaucoup veulent se persuader, au début du XIXe siècle, que le bon gouvernement est le gouvernement que l'on appelle alors à bon marché. Les Américains ont très peu d'impôts parce que leur gouvernement est juste. C'est ce que disait Thomas Paine dans ses Droits de l'homme. Et dans la France de la Restauration et de la monarchie de Juillet, ceux qui critiquent le régime voient ainsi dans le suffrage censitaire la cause des impôts trop élevés. Et ils pensent du même coup que le suffrage universel conduira automatiquement à une réduction massive des impôts. Et de 1815 à 1848, on stigmatise le poids de l'administration comme en fait résultant d'un processus de distribution des places et d'achat des voix, un processus qui repose sur le suffrage censitaire. Et la bureaucratie, dit-on alors, est le produit d'un régime corrompu dans lequel les emplois publics sont devenus une source de prébende au service d'une petite caste. Et de nombreux pamphlétaires de la période ne manquent d'ailleurs pas de souligner que le nombre des employés de l'administration correspond approximativement au nombre des électeurs, 250 000 en 1845. C'est un bel exemple d'ailleurs qui montre que la corrélation ne vaut pas explication en sciences sociales. Mais la corrélation vaut explication dans les pamphlets politiques. Et si le rapprochement n'a effectivement pratiquement guère de sens, il a valu très largement comme symbole. Sous le prétexte d'utilité publique, de prospérité publique, les ministres tiennent manufacture de places qu'ils distribuent à leurs créatures. C'est une formule que Humbert, l'auteur à succès des mœurs administratives, a employée dans son article Bureaucratie et qui sera repris partout. Et Balzac avait dans Les Employés une formule disant que le budget n'est pas un coffre-fort, mais un arrosoir. Et d'où l'idée que seul le suffrage universel pourra venir à bout de la prolifération bureaucratique et réduire en conséquence de façon drastique le montant du prélèvement fiscal. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'impôt, lorsqu'il est considéré positivement, ce qui n'est pas souvent le cas, on vient de le voir, il n'est cependant conçu que sous les espèces d'une contrepartie. L'impôt est le prix à payer pour des services rendus aux particuliers. C'était la philosophie qui était largement partagée pendant la Révolution française. L'impôt a été-il proclamé dès mai 1789, à l'ouverture des États généraux, est une dette commune des citoyens, une espèce de dédommagement et le prix des avantages que la société leur procure. C'est donc la théorie de l'impôt-échange qui s'est superposée à celle de l'impôt-assurance, qui sera développée plus tard, comme par Émile de Girardin, qui, dans un ouvrage de 1852, L'impôt, définira l'impôt comme la prime d'assurance payée par ceux qui possèdent pour s'assurer contre tous les risques de nature à les troubler dans leur possession ou dans leur jouissance. Et dans cette perspective, le juste prélèvement est celui qui est proportionnel aux biens que l'on possède, aux services publics que l'on utilise,
Thiers disait « Qu'est-ce donc que la société, sinon une compagnie où chacun a plus ou moins d'actions, où il est juste que chacun paie en raison du nombre de celles qu'il possède. » Et la notion d'impôt-solidarité ou d'impôt-redistribution n'avait donc aucune place dans ce cadre. Et même un socialiste comme Proudhon, qui a écrit un livre également sur l'impôt, considérait que l'impôt n'était que le mode, je le cite, selon lequel le peuple acquitte les frais généraux de la société, ou, disait-il encore, la quote-part à payer par chaque citoyen pour la dépense des services publics. Et cette approche de l'impôt-échange ou de l'impôt-assurance, elle s'est imposée à tous comme une sorte d'évidence pendant ce XIXe siècle. Et c'est pour cela que les impôts indirects n'avaient rien de problématique. Étant strictement proportionnels à la consommation des individus, ils pouvaient être considérés comme justes. Et seule la nature des biens taxés, selon leur degré de nécessité, faisait l'objet de controverses, voire tout le débat sur la taxation des biens de luxe. Et c'est ce qui explique qu'outre leur facilité de perception, ces impôts indirects aient constitué, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le noyau principal des prélèvements avec les droits de douane, pour simplifier. Et en 1900, les impôts indirects représentaient ainsi 80% des recettes de l'État en France. Ce qui est extraordinaire à constater, c'est que tout va changer en quelques années au tournant du siècle, avec l'adoption dans presque tous les pays, en tout cas dans les grands pays européens, de l'impôt progressif sur le revenu. Une double révolution s'opérait de la sorte. Dans l'ordre de la matière fiscale d'abord, cette imposition des revenus conduisant l'État à s'ingérer de façon inédite dans la vie des individus. Mais en termes de principe surtout, la progressivité se liant à l'idée d'une redistribution entre classes sociales. Et la simultanéité de la réforme entre les différents pays est tout à fait frappante, alors même que les gouvernements de ces différents pays avaient des orientations fortement divergentes. L'Allemagne a donné le ton en 1891 en établissant son Einkommensteuer. Elle a été suivie en 1894 par les États-Unis, avec une particularité, c'est que la loi créant l'impôt sur le revenu sera déclarée inconstitutionnelle l'année suivante par la Cour suprême et qu'il faudra l'adoption d'un nouvel amendement, le 16e amendement à la Constitution américaine, pour qu'il soit précisé que l'impôt progressif sur le revenu est légal aux États-Unis. Et donc, après un premier vote en 1894, c'est en 1813 qu'il est définitivement établi. Quant au Royaume-Uni, il avait déjà une esquisse d'income tax au XIXe siècle, mais c'est véritablement en 1909, avec Lloyd George, que sera mis en place un véritable impôt moderne et progressif sur le revenu qui, dans un premier temps, prendra le nom même de supertax. Et après d'âpres controverses, le Parlement français suivra le mouvement en 1914. Ces différents impôts, je l'avais signalé dans l'introduction, avaient eu en commun au moment de leur création d'avoir des taux très faibles, puisqu'ils variaient, si on prend l'exemple allemand, entre 0,5 et 4%. Et aux États-Unis, le taux de départ était de 1%. Surtout, une particularité très importante, c'est que ces impôts ne touchaient à l'époque un très petit nombre de contribuables. L'impôt progressif sur le revenu était un impôt sur les revenus très élevé. Lorsque Lloyd George met en place la supertax en 1909, il n'y a que 12 000 personnes qui payent cette supertax. Et Lloyd George, outre ses droits de succession, outre cette supertaxe sur les revenus, va simultanément mettre en place une taxe très importante sur les droits de succession et sur les plus-values foncières qui étaient taxées pour la première fois, alors même que le ressort de l'aristocratie britannique, c'est bien sûr la grande propriété foncière. Et pour payer cette supertaxe en Grande-Bretagne, il fallait payer à l'époque 5 000 livres par an, ce qui correspondait à un revenu équivalent à 100 fois le salaire annuel moyen. C'est dire à quel point c'était des revenus très élevés qui étaient taxés à ce moment-là.
Et aux États-Unis, c'était de la même façon un revenu très important parce qu'il fallait avoir un revenu supérieur à 500 000 $ par an, ce qui était considérable à l'époque, pour se voir appliquer le taux le plus élevé de 6%, c'est-à-dire que ça ne concernait que 1000 personnes. Donc on voit bien que l'établissement de l'impôt progressif sur le revenu a d'abord été, pour simplifier, un impôt sur les riches. Un impôt sur les riches à taux modeste. Mais la modestie de ces taux et le faible nombre de ménages concernés n'a pas empêché que la mise en place de ces nouveaux impôts ait partout suscité des débats d'une violence inouïe. C'est en effet le principe même d'un prélèvement progressif sur les revenus qui avait provoqué la colère des conservateurs, dès lors que la question avait commencé à être évoquée. Il constituait à leurs yeux la plus terrible des menaces. Ils le jugeaient d'abord discriminatoire car il visait uniquement les plus riches, et ils voyaient en lui le cheval de Troie conduisant mécaniquement à la destruction de la société libérale. Le spectre du communisme était ainsi agité avec véhémence aux États-Unis. Le texte fondateur de cette critique de l'impôt s'appellera « Le communisme d'un impôt discriminatoire ». Et au moment où il y aura l'introduction du recours à la Cour suprême, c'est sur ce thème-là que la presse s'emportera, en parlant d'une mesure d'esprit communiste, d'une mesure socialiste digne d'un club jacobin extrémiste. Et le ton était identique en Grande-Bretagne. Et Gladstone avait parlé lui-même d'une réforme dont le principe tendait au communisme. Et les conservateurs français disaient à peu près la même chose. L'impôt progressif, c'est le socialisme. Voilà la formule que Thiers avait utilisée dans un de ses manifestes électoraux. Et les principaux économistes libéraux de l'époque, comme Léon Say ou Paul Leroy-Beaulieu, avaient fait de la lutte contre cet impôt leur principal cheval de bataille. Et on a pu dire à juste titre que ce combat était devenu le point de ralliement de la bourgeoisie libérale de l'époque. Les adversaires de l'impôt progressif n'étaient en effet nullement rassurés par la modestie des taux envisagés, pour une raison de principe, comme on vient de le dire, mais aussi parce qu'ils voyaient en lui l'introduction, je cite un mot de l'époque, d'un virus de la redistribution, qui allait inévitablement se développer et finir par saper les fondements d'une société garantissant l'inviolabilité de la propriété privée et l'égalité de tous devant la loi. En France, lors du débat parlementaire, un député avait ainsi lancé « Demain, ce ne sera plus 2%, une fois le casier fiscal, il sera facile de serrer la vis, vous ne vous arrêterez plus, vous irez jusqu'à 50%. » Le propos avait alors paru outré, mais 10 ans plus tard, le taux n'était pas de 50%, mais de 60%. Et le fait probablement le plus marquant de l'histoire de l'impôt progressif sur le revenu réside à cet égard dans cette montée en flèche des taux marginaux supérieurs, y compris aux États-Unis. 5 ans après son adoption définitive en 1918, ce taux était de 77% aux États-Unis, le taux marginal supérieur d'impôt sur le revenu. Et s'il baissera à un moment dans les années 1920, descendant à 24% en 1929, il remontera à 79% en 1936 et atteindra même 94% en 1942. C'est donc bien d'une véritable révolution qu'il s'est agi, changeant en profondeur la nature des sociétés capitalistes occidentales. Une révolution extrêmement rapide, on l'a vu. Elle s'est opérée en 2 ou 3 décennies, on l'a oublié aujourd'hui. À la philosophie de l'impôt-échange qui avait dominé le XIXe siècle, s'est ainsi substituée une nouvelle approche qui érigeait la redistribution en principe directeur. Et le bouleversement a été autant intellectuel que social ou politique. Quelques voix isolées l'avaient certes précédemment appelé de leur vœu. Un Charles Renouvier, le grand philosophe, alors à l'extrême gauche en 1848, avait dit à l'époque « L'impôt progressif est bon parce qu'il a pour effet de niveler les conditions ». Mais cette vision, qui était considérée comme très radicale et très marginale à l'époque, était devenue, à la fin du XIXe siècle, en tout cas au début du XXe siècle, la philosophie sociale, guidant la pratique de gouvernement qui était loin d'être aux mains des socialistes. Et lorsqu'il présente en 1909 le projet de réforme fiscale
qui allait devenir célèbre sous le nom de People's Budget, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, Lloyd George avait lancé en Grande-Bretagne. C'est un budget destiné à financer une guerre implacable contre la pauvreté et la misère. Et Philip Snowden, qui était le spécialiste des questions fiscales au Parti travailliste, avait écrit « Les socialistes ne considèrent pas simplement le budget comme un moyen de financer les dépenses publiques, mais comme un instrument de réduction des inégalités. » Voilà ce qui était essentiel comme idée. Pas simplement un moyen de financer les dépenses publiques, mais un instrument de réduction des inégalités en termes de distribution des richesses. Snowden allait plus loin, puisqu'il disait que le but d'un bon impôt progressif sur le revenu était de faire totalement absorber par l'impôt, c'est-à-dire pour 100%, toutes les rentes, les revenus unearned, comme on dit en anglais, et de limiter très strictement le droit d'héritage, en même temps que socialiser les moyens de production. Mais la simple idée que la justice fiscale était d'essence redistributive et que l'impôt pouvait être un instrument de réduction des inégalités sociales, s'était, elle, imposée très largement, en Grande-Bretagne comme sur le continent ou aux États-Unis, malgré la violence des campagnes qui en avaient dramatisé et radicalisé l'enjeu. Un bouleversement équivalent va s'opérer dans le traitement de la question sociale. Durant l'essentiel du XIXe siècle, les gouvernements, je l'ai rappelé dans un des cours, avaient imputé le malheur ouvrier à des comportements jugés fautifs. C'est l'insouciance, l'imprévoyance, la débauche, l'abus de boisson qui étaient considérés comme les causes de la misère, causes que l'on stigmatisait, expliquant que les misérables étaient en fin de compte les principaux responsables de leur triste condition, sauf à reconnaître qu'ils avaient été parfois les victimes de la malchance, en se retrouvant par exemple invalides. Et personne ne niait le fait du paupérisme, et les enquêtes sur la question constituaient même partout, je l'ai dit, de vastes bibliothèques. Mais on concluait alors nullement qu'il fallait bouleverser l'ordre des choses pour y remédier. Et dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle, celle des années 1890, Charles Booth publie sa célèbre série d'enquêtes « Life and Labour of the People of London », livre d'enquête dans lequel il décrit le Outcast London, le People of the Abyss, et à ce moment-là, la très puissante Charity Organization Society à laquelle il est lié, tout en jouant un rôle pionnier dans la professionnalisation du travail social, continue à faire de la distinction entre pauvres méritants et pauvres non méritants la clé de toute vision du social. Et tout va basculer en 2 décennies. Les réformes introduites par Bismarck au milieu des années 1880 marquent le début d'un processus qui va dessiner un nouveau paysage social. En Allemagne, on le sait, en 1883, un système d'assurance maladie obligatoire, alimenté par des cotisations des entreprises et des ouvriers, est institué, en même temps qu'une loi de 1884 sur les accidents du travail permettait de couvrir les cas d'incapacité. Et des caisses d'assurance vieillesse furent ensuite établies en Allemagne en 1889, permettant le financement du premier système obligatoire de retraite. Un code d'assurance sociale de 1911 contribuera à unifier l'ensemble de ce système en le codifiant et en étendant ses 3 piliers. Et la formation de cet État social en Allemagne va donner le signal en Europe d'une véritable fièvre réformatrice, au-delà dans le monde industrialisé. Et des législations sur les accidents du travail vont être partout adoptées au tournant du siècle, qui vont modifier en profondeur la condition ouvrière. Les accidents du travail, par exemple, qui étaient fort nombreux à l'époque, se voyaient de cette façon, à travers toute une série de lois dans les différents pays européens, se voyaient attribuer de façon automatique des indemnités ou des pensions en cas d'invalidité sans plus avoir à prouver la responsabilité patronale. Nous le verrons la semaine prochaine, il y a en effet une révolution de la considération de la responsabilité. Ce qui se joue à ce moment-là, c'est que la responsabilité est socialisée.
On passe d'une vision individualisée de la responsabilité à une vision socialisée de la responsabilité. Et un peu plus tard, ce sont les premières formes d'assurance maladie qui se mettront en place en Grande-Bretagne avec le National Insurance Bill de 1911. Là encore, c'est la suite de l'action de Lloyd George. Ou bien, si on prend le cas français, la législation des assurances sociales de 1928. En même temps, des caisses de retraite se mettent en place dans beaucoup des pays européens. L'Angleterre, avec son All Pension Act, allant même beaucoup plus loin, parce qu'il considérait que l'impôt devait financer une retraite minimale à tous ceux dont les ressources étaient jugées insuffisantes. Parallèlement, il y a aussi des mécanismes d'indemnisation du chômage qui commencent à être introduits. Et l'indemnisation du chômage implique d'abord de définir de façon nouvelle le chômage, car dans les années 1890, on parle toujours du chômage au pluriel, on dit les chômages. Le chômage, c'est simplement la situation de non-emploi, alors que ce qui va être une révolution, c'est la reconceptualisation de la notion même de chômage. On va définir le chômage comme la situation de non-emploi d'une personne qui recherche un emploi. Donc, dans la définition du chômage, on va mêler, en quelque sorte, une définition objective, le fait de ne pas avoir d'emploi, mais aussi un comportement, rechercher un emploi. Donc, la notion même de chômage va avoir cette particularité qu'elle va définir à la fois une situation et un comportement. Et les premières définitions techniques du chômage de cette façon-là ont été élaborées dans l'État de Massachusetts aux États-Unis, et c'était un changement absolument radical de considérer que ce n'était pas simplement une situation, mais à la fois une situation et un comportement qui étaient liés. Et des mécanismes d'indemnisation de ce chômage nouvellement compris commenceront à être introduits également un peu partout. En France aussi, on verra tout un ensemble de mesures sociales d'un autre ordre, comme l'assistance médicale gratuite en 1893, etc. Partout, le budget social de l'État, du même coup, aura une part croissante dans le budget. Il faut se rappeler qu'au moment où on forge le terme d'État-providence dans les années 1860 en France, les dépenses sociales sont moins de 1% du budget de l'État. Et là, évidemment, très vite, on va avoir une croissance de ces dépenses absolument considérable. À côté de cet État donc instigateur de l'impôt progressif sur le revenu et de la mise en place de ces institutions d'assurance sociale, vont se développer aussi des formes de régulation sociale inédites, mettant en place notamment, l'exemple français montre très bien quelle est la logique de ce système, la loi française de 1919 sur les conventions collectives considère que le travail est une force générique qui doit être rémunérée de façon égalitaire, et se mettront en place à ce moment-là les premières grilles de rémunération qui vont être fondées sur des standards de qualification, non pas simplement au niveau des branches, au niveau des entreprises, mais au niveau des branches industrielles. Donc ce qui régule le salaire, ça n'est non plus selon la théorie libérale du contrat qu'un employé passe avec un employeur, c'est une rémunération collective qui est fixée à l'issue de procédures elles-mêmes collectives et qui insère chaque travailleur particulier dans une qualification définissant les formes du travail dans une branche industrielle particulière. Le fait le plus notable, me semble-t-il, c'est qu'il y a eu convergence globale de ces réformes au-delà des différences de régime politique dans les différents pays. Ces différences de régime politique ont certes joué leur rôle quant au rythme de ces réformes, au rythme de leur mise en œuvre, mais il y a bien eu partout une même façon de mettre en forme une nouvelle idée de la solidarité et de l'égalité. Convergence qui a d'ailleurs trouvé son expression pendant cette période aussi avec la multiplication des échanges internationaux, tant entre experts qu'entre militants ouvriers, par exemple, pour confronter les expériences et organiser cette grande mutation. On voit en effet se développer à ce moment-là tout un ensemble d'associations internationales spécialisées dans la législation du travail, la protection ouvrière, les conditions de travail, les assurances sociales,
et qui vont jouer un rôle fondamental pour contribuer à une forme d'harmonisation, disons, de ce type de législation dans les différents pays. Et la création du Bureau international du travail après la Première Guerre mondiale correspondra à ce travail préalable, si je puis dire, de toutes ces associations. Comment expliquer ces changements, des changements aussi radicaux? Comment expliquer des changements aussi radicaux, des changements qui ont été aussi rapides et des changements qui ont été aussi universels? On peut dire qu'au XIXe siècle, il y avait eu une sorte de peur qu'il y ait la création d'une sorte de chaos social qui serait lié au développement de ce capitalisme. Certains parlaient, dans les années 1830 et 1840, du spectre d'une Saint-Barthélemy sociale, par exemple. Et au terme de sa fameuse enquête sur la condition ouvrière en Angleterre, un Eugène Buret estimait que le pays était engagé dans une voie sans issue et que la situation ne pouvait aboutir, je le cite, qu'à une ruine inévitable ou à la plus radicale et peut-être à la plus terrible des révolutions. Et la séparation de plus en plus tranchée entre le capital et le travail pouvait, à ses yeux, ne pouvait pas manquer de déboucher sur une guerre sociale si aucune réforme n'était apportée au régime des manufactures. Partout en France, on vit alors, au milieu de 1848, la nécessité de trouver peut-être des formules politiques pour endiguer ce danger des révolutions. Et un économiste libéral, Cherbuliez, en France, allait jusqu'à dire « L'action des idées communistes ne saurait être neutralisée que par des idées analogues. Les associations communistes ne seront neutralisées que si le capital et la propriété y pénètrent. » Il faisait écho à un chansonnier 48 arts qui avait lancé ironiquement « Pour étouffer la voix du communisme, faites-nous croire à la fraternité ». Et un grand journaliste de l'époque, Émile de Girardin, avait résumé à sa façon la situation en disant « Il faut que la France choisisse entre une révolution fiscale et une révolution sociale. » Et c'est effectivement dans cette voie que s'orienteront Napoléon III en France, puis surtout Bismarck en Allemagne. Le premier autorisera la création de syndicats, soutiendra le développement de la mutualité, tandis que le second, on l'a vu, mettra en place les premières institutions modernes d'État-providence. Et l'option réformatrice participait clairement, pour Bismarck, d'un calcul politique. Elle avait pour objet direct d'essayer de contrecarrer l'essor des idées socialistes, en manifestant la solitude du pouvoir pour la classe ouvrière. C'était aussi le grand objectif politique de Napoléon III. Et c'est pour cela que son frère, par exemple, avait été très actif pour essayer d'associer les mouvements proudhoniens à l'action du régime. C'est pour cela aussi que le régime avait notablement financé un certain nombre de coopératives et que le régime avait financé les déplacements des ouvriers français aux expositions internationales. Ce que disait l'empereur en Allemagne est très intéressant. Il disait « Ce n'est pas simplement dans la répression des excès de la démocratie sociale, mais aussi positivement par le développement du bien-être des ouvriers qu'il faut chercher à guérir les plaies des ouvriers. » Et le projet d'une réduction des inégalités sociales et de la précarité ouvrière dérivait de la sorte en Allemagne de ce qu'on pourrait appeler un réformisme de la peur. J'emploie cette expression réformisme de la peur parce qu'elle a été fameusement employée par la philosophe Judith Shklar pour parler du libéralisme de la peur. Mais je crois qu'on peut véritablement parler, pour la France et l'Allemagne de cette période, de Napoléon III et de Bismarck, d'un réformisme de la peur. Et le mouvement avait été plus ou moins suivi partout en Europe. Et il n'a fait que s'accentuer avec la montée en puissance électorale des partis socialistes qu'il a été finalement incapable d'endiguer, tout en ayant cependant clairement contribué à limiter les explosions sociales. Cette résignation réformatrice dans les rangs libéraux conservateurs a de la sorte apporté une forme de réponse aux avertissements alarmistes de tous les observateurs qui jugeaient intenable le maintien du type de société qui avait été forgé
par le capitalisme au milieu du XIXe siècle. Les Allemands, les économistes et les sociologues allemands qui vont signer le fameux manifeste d'Eisenach en 1872 écriront « Une trop grande inégalité des fortunes et des revenus, un combat trop acharné des classes doit, avec le temps, détruire toutes les constitutions politiques. » Et ces économistes donneront le ton intellectuel des réformes que mènera Bismarck. L'une des grandes figures de ce mouvement allemand, qu'on appelait les socialistes de la chair, les Kathedersozialisten, Gustav Schmoller, écrira « Chaque révolution pourrait être évitée par une réforme opportune ». Et c'était ce point de vue qui était celui d'un universitaire aux idées avancées, n'était pas partagé à l'époque par les socialistes allemands ou par les socialistes français. Le fait est cependant que l'idée de révolution était en train de changer de nature à la fin du XIXe siècle. Sous l'influence du marxisme, elle avait cessé de se rapporter à des images d'insurrection et de barricades pour se lier à la perspective d'un effondrement nécessaire du capitalisme. La révolution, disait Marx, c'est le mouvement naturel du monde qui abolit l'ordre des choses. Et donc, l'opposition qu'il a eue avec la vision dite blanquiste de la Révolution montre bien les deux façons de penser la Révolution entre, je dirais, les révolutionnaires de 1948 et ceux de la fin du XIXe siècle. Pourquoi parler de l'effondrement nécessaire du capitalisme ? Eh bien, parce que la contradiction entre l'état des rapports de production et l'essor des forces productives était supposée conduire mécaniquement un bouleversement des premiers. Pour Marx, l'émanation du prolétariat n'avait donc plus rien à voir avec l'imagination, la morale ou le courage des hommes. Elle était appelée par les lois du développement historique. Et la diffusion du marxisme sera directement indexée sur cette conception déterministe de l'avenir du capitalisme et simultanément de l'horizon révolutionnaire, dont Engels fixera la Vulgate dans son écrit le plus largement diffusé au XIXe siècle, la brochure « Socialisme utopique et socialisme scientifique ». Et les termes dans lesquels Paul Lafargue, le gendre de Marx, qui était l'une des têtes pensantes du Parti ouvrier français, résumera sa vision politique, donnent un assez bon aperçu de la façon dont cette Vulgate était socialement appropriée. Voilà ce qu'écrivait Paul Lafargue. « L'idéal du communisme revit d'une nouvelle flamme dans nos intelligences. Mais, dit-il, cet idéal n'est plus une réminiscence. Il sort des entrailles de la réalité. Il est le reflet du monde économique. Nous ne sommes pas des utopistes. Nous sommes des hommes de science qui n'inventons pas des sociétés, mais qui les dégageront du milieu capitaliste. Si nous sommes communistes, c'est parce que nous sommes convaincus que les forces économiques de la production capitaliste entraînent fatalement l'échec et l'effondrement du capitalisme et l'avènement du communisme. Cette conception de l'histoire, qu'on a donc qualifiée de fataliste, a constitué pendant toute une période le socle d'une résistance au projet réformateur. De nombreux socialistes s'étaient ainsi persuadés qu'il y avait une implacable loi d'airain des salaires, c'est une expression de Marx lui-même, contre laquelle il était vain de tenter de s'insurger. Le patronat, c'est une des formules que Marx emploie dans son fameuse brochure « Salaire, prix, profit », le patronat finira toujours par reprendre d'une main ce qu'il aurait été contraint de concéder à un moment donné sous l'action des syndicats. Et c'est pour cela qu'il n'y avait, pensait Marx, pas grand-chose à attendre de l'action syndicale pour améliorer la condition ouvrière et notamment augmenter les salaires. C'est seulement de l'effondrement du capitalisme qu'il fallait attendre un changement réel. Et l'idée d'une lutte pour réduire les inégalités n'avait pour cela aucune place dans ce cadre. Plus, c'est la notion même d'inégalité qui n'avait aucun sens. Tant cette notion d'inégalité présuppose l'existence d'un monde dans lequel la détermination des normes de justice et des principes d'équivalence entre les individus reste soumise à une discussion permanente. Dans la perspective marxiste, n'existaient que les univers opposés
de la lutte des classes d'un côté et de la communauté réconciliée de l'autre. Le Grand Soir était une catégorie intellectuelle autant qu'historique ou politique. Ce Grand Soir ouvrait en effet la porte d'un monde sans antagonisme dans lequel ne subsisterait qu'une classe sociale homogène. Il n'y avait donc aucun monde intermédiaire pensable et possible entre l'univers de l'exploitation structurelle et celui de la communauté harmonieuse. La rupture, au moins partielle, avec cette vision catastrophiste dans les milieux socialistes au tournant du XXe siècle, va conduire à valider les nouvelles entreprises réformatrices. Et le nom d'Edouard Bernstein, en Allemagne, a symbolisé ce tournant. L'ouvrage que publie en 1899 ce dirigeant social-démocrate, Les prémices du socialisme et les tâches de la social-démocratie, invite ses amis à prendre acte du fait que les prédictions de Marx sur l'effondrement du capitalisme se sont avérées erronées. La concentration du capital, explique Bernstein, n'a pas abouti à la suppression annoncée de toutes les petites entreprises. La situation de la classe ouvrière n'a pas été marquée par un mouvement de paupérisation croissante. Du même coup, c'est la perspective d'une apocalypse à court terme qui se trouvait disqualifiée à ses yeux, avec l'attentisme révolutionnaire qui l'accompagnait. Si, dit-il, l'effondrement économique n'est ni probable ni imminent, toute tactique fondée sur cette notion est fausse et dangereuse. Elle détourne le parti d'une scène politique réformiste. Et la querelle que l'on a appelée du révisionnisme était lancée avec la publication de ce texte. Et on ne doit pas se tromper sur la portée des virulentes attaques dont Bernstein fera l'objet. Ce n'est pas simplement son modérantisme qui est en cause, ni la brutalité de ses formulations. C'est beaucoup plus profondément la rupture avec l'imaginaire politique de son parti qui avait choqué. Il avait été pour cela attaqué de tous côtés. À l'extrême gauche, Rosa Luxembourg avait noté avec effroi la théorie de l'effondrement du capitalisme est la clé de voûte du socialisme scientifique. En la rejetant, Bernstein provoque nécessairement l'écroulement de sa conception socialiste. Et au centre, Kautsky lui-même s'était indigné, considérant que la défaite du capitalisme était inévitable. Kautsky, l'homme fort de la social-démocratie allemande, exécuteur testamentaire d'Engels, était pourtant à sa façon un réformiste, au sens où il ne considérait pas qu'il s'agissait de faire la révolution. Mais cela signifiait seulement pour lui qu'il fallait se préparer pour être à la hauteur de la tâche historique au moment où se produirait l'effondrement. Adler, un des grandes figures de la social-démocratie allemande, avait eu cette formule au congrès constitutif de la Deuxième Internationale. Il disait « À sa dernière heure, lors de l'effondrement de l'ordre social capitaliste, et il s'effondrera lui-même sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, le prolétariat devrait être prêt, car être prêt, c'est l'essentiel. » C'est donc dire qu'il s'agissait d'attendre et se préparer, mais non pas de penser qu'il pouvait y avoir une action préalable de transformation de la société. Et Bernstein a perdu la bataille idéologique dans les congrès de la social-démocratie allemande. Mais il triomphera dans les faits, les partis socialistes se fixant, à partir de ce début du XXe siècle, des objectifs réformateurs pratiques. À ce moment-là, on peut dire que ces partis socialistes appliqueront la consigne qu'avait donnée un ami de Bernstein lorsqu'il avait appelé la social-démocratie à paraître ce qu'elle est, selon sa fameuse formule. Un de ses proches lui avait dit « Édouard, tu es un âne, on n'écrit pas ces choses-là, on les pratique ». Eh bien, c'est effectivement ce qui s'est passé dans le socialisme européen. Ces objectifs réformateurs, ce sera notamment, je dirais, la vision d'un Jaurès en France, ainsi que celle du Labour en Grande-Bretagne. Et la révolution de 1917, elle déplacera certes ensuite les thèmes du débat, parce que c'est justement une révolution qui n'est pas née de l'effondrement du capitalisme, mais une révolution à la blanquiste, une révolution d'insurrection. Mais les partis socialistes n'en restèrent pas moins confrontés dans des termes nouveaux à la formulation d'une pensée de l'égalité et d'une critique des inégalités simultanément. Et ils furent dans tous les cas amenés à concevoir, ne serait-ce que de façon tactique, une politique de conquête graduelle et de compromis de classe,
mettant au cœur de leurs actions la question de la réduction des inégalités et de la redistribution. On peut dire que, dans ce contexte, la peur des conservateurs, le réformisme de la peur et la raison des socialistes purent converger pour mettre au cœur de la vie politique et de l'action publique cette question de la réduction des inégalités et de la mise en place d'institutions de sécurité sociale. Il y a un deuxième facteur politique qui a joué un rôle décisif, c'est celui de la résistance des socialistes au national-protectionnisme. La possibilité d'une révolution de la redistribution a été ouverte par la résistance du socialisme européen au protectionnisme. Cela n'avait pourtant rien de gagné d'avance, et le cas français est symptomatique à cet égard. Dans les années 1800 et 1890, une partie du monde ouvrier s'était en effet laissé entraîner sur cette pente. Des activistes boulangistes avaient même, un moment, pris le contrôle de certains syndicats. Et des boulangistes avaient organisé à Marseille en 1886 un congrès des ouvriers français. Et c'était également l'époque où s'opérait un glissement idéologique vers le nationalisme d'une partie de la gauche révolutionnaire, notamment des anciens blanquistes et des hébertistes. Et d'un autre côté, des manifestations populaires spontanées alimentaient une atmosphère xénophobe. Et on ne s'étonne donc pas de trouver au milieu des années 1880, années pendant lesquelles la crise économique s'approfondit, c'est vers 82-83 que la crise économique va s'approfondir, un Jules Guesde réceptif à cette sensibilité de la base ouvrière, même s'il se défendait en même temps de son attachement intellectuel à l'internationalisme prolétarien. Et plusieurs articles du journal Le Cri du Peuple, dans lequel il écrivait, en témoignent. L'un d'entre eux est même titré « Le travail national », et on y trouve la défense d'un projet visant à limiter à 10% de la main-d'œuvre nécessaire totale le pourcentage d'ouvriers étrangers pouvant être employés sur des chantiers financés par la ville de Paris. Ouvriers étrangers, d'ailleurs qualifiés par Guesde alors de main-d'œuvre exotique, en même temps qu'il utilisait le terme de préférence nationale. Peu de temps après, nous sommes en 1886, Guesde publie un autre article avec un titre vengeur « Meurent les ouvriers français », dans lequel il défend les mesures que j'ai évoquées la dernière fois de protectionnisme ouvrier. Il va même publier dans ce Cri du Peuple une charge sans nuance contre l'invasion des étrangers. Mais ces positions évolueront. Alors que le congrès de Marseille du Parti ouvrier français avait renvoyé en 1880 dos à dos libre-échangistes et protectionnistes, le parti va dénoncer ensuite violemment les effets de l'élévation des tarifs douaniers sur le niveau de vie des travailleurs avec l'adoption du tarif Méline. Et les socialistes s'opposeront ensuite à tous les projets de loi restreignant le travail étranger ou proposant de le taxer. Nous, les députés ouvriers, dira un intervenant socialiste dans ces débats, nous voterons contre l'interdiction de l'emploi des ouvriers étrangers en France parce que nous considérons que tout homme a le droit de travailler dans n'importe quel pays où il se trouve. Et à ce moment-là, la critique de cette position protectionniste emploiera l'expression, souvent dans les journaux socialistes, ils parleront de la mélinite dite patriotique, qui sera clouée au pilori. Et la voix de Jaurès s'élèvera aussi à plusieurs reprises pour aller dans ce sens et dénoncer l'idéologie protectionniste. Ce refus socialiste du protectionnisme avait été marqué beaucoup plus tôt dans les autres pays, comme en Allemagne ou en Belgique, et bien sûr en Grande-Bretagne, où le Labour avait suivi dès sa formation le sentiment populaire pour lequel le protectionnisme était synonyme de vie chère. Ce qui est significatif, c'est que l'Internale socialiste, c'est-à-dire la deuxième internationale, la première ayant été fondée en 1864, la deuxième internationale, l'internationale social-démocrate, disons, celle de 1889, appellera donc logiquement, de façon unanime et répétée, ses membres à repousser partout les propositions de loi prohibitives du travail étranger. Et, simultanément, le protectionnisme sera dénoncé comme une illusion trompeuse, comme en témoigne un des projets de résolution du Congrès d'Amsterdam en 1984. Je le cite. « Considérant que la politique des classes capitalistes et des gouvernements impérialistes sépare les ouvriers du monde par des murailles de tarifs
et protège les intérêts économiques des propriétaires, des classes riches et des monopolistes en imposant des droits d'entrée sur la nourriture des ouvriers, le Congrès déclare que la protection n'est pas favorable aux salariés. Et le cap de ces prises de position restera maintenu. Et les socialistes européens n'en restèrent cependant pas à une condamnation aussi générale. En critiquant la notion de travail national, ils ont été conduits à redéfinir l'idée de nation sur un mode non nationaliste, c'est-à-dire à la penser comme une forme sociale à construire et non pas comme un bloc dont la cohérence serait déjà donnée. D'où la nécessité, à leurs yeux, de la comprendre comme un espace de redistribution dont il importait de bien appréhender les mécanismes réels. Lors de la première discussion parlementaire qui devait aboutir au vote du tarif Méline, Jaurès avait longuement développé cette approche. Il répondait à Paul Deschanel, qui l'avait apostrophé en lui disant « L'ouvrier peut bien consentir des sacrifices pour son frère des campagnes ». Car le thème de Jaurès avait été de dire « Derrière l'idée protectionniste, il y a une forme de redistribution sociale. Il faut bien voir quelle est la forme de cette redistribution. Il n'y a pas de travail national qui existe en tant que tel comme globalité. » Et à cette apostrophe de Deschanel, l'ouvrier peut bien consentir des sacrifices pour son frère des campagnes, Jaurès avait répondu que le problème était d'apprécier le type de redistribution de ce qu'il appelait la démocratie qui travaille, celle des villes, vers le monde rural, et de poser la question de savoir qui est le frère de l'ouvrier des villes. Est-ce que c'est le propriétaire foncier? Est-ce que c'est le métayer? Est-ce que c'est le capitaliste? Est-ce que c'est l'ouvrier agricole? Et la protection, avait-il alors estimé, n'est que pour un tiers en faveur de ceux qui travaillent le sol et de 2/3 au profit de la rente foncière. D'où sa conclusion que la question n'était pas celle du protectionnisme en général, mais des réformes sociales spécifiques à apporter pour construire la nation comme un espace lisible et négocié de solidarité et de redistribution. Et les travaillistes diront la même chose en Grande-Bretagne. Ce sera aussi leur ligne argumentaire face à la campagne lancée par Joseph Chamberlain, le dissident du Parti libéral, celui qui avait été le grand ministre des colonies à la fin du XIXe siècle et qui s'était posé comme un des leaders de l'unionisme, c'est-à-dire ceux qui refusaient la séparation de l'Irlande et qui quittera le Parti libéral au moment de cette crise unioniste et qui ira vers un certain conservatisme. Il n'ira pas simplement vers le conservatisme, il se fera le champion d'une vision de la politique douanière couplée avec un projet impérialiste. Il sera, selon sa propre expression, le missionnaire de l'impérialisme. Et le contexte, à ce moment-là, en 1903, était relativement favorable à Chamberlain, parce qu'il y avait une certaine stagnation commerciale de l'Angleterre qui se trouvait confrontée à la montée en puissance du dynamisme industriel allemand, dont les exportations de produits manufacturés grimpaient en flèche à l'époque. Et Chamberlain jouait aussi sur du velours lorsqu'il appelait à restaurer une fierté nationale atteinte par la défaite devant les bourses en Afrique du Sud. Mais pourtant, il fut sévèrement battu aux élections de 1906, dont il avait voulu faire une sorte de test, lui-même disait un référendum pour le protectionnisme. Tout simplement parce que les arguments de Ramsay MacDonald et de Lloyd George avaient emporté l'adhésion de l'opinion. Les anciens arguments de 1846 sur le pain à bon marché avaient certes toujours pesé. Quand on voit les affiches électorales de l'époque, chacun se bat pour montrer sur des affiches que sa miche est plus grosse que l'autre. Donc toutes les affiches électorales, ce sont sur les grosses miches et les petites miches, qui changent simplement, évidemment, selon les affiches. Mais il y avait autre chose que cet argument sur le pain à bon marché. Il y avait l'émergence d'une pensée sociale réformatrice cohérente qui n'en restait pas à la vieille défense du free trade, comme au milieu du XIXe siècle pour les ouvriers anglais. Et dans Imperialism, une virulente critique de Chamberlain, Hobson, avait par exemple souligné que le problème anglais était la sous-consommation ouvrière et non pas le protectionnisme. Anticipant Keynes, il avait montré la nécessité de travaux publics pour réduire le chômage. La solution au problème anglais, en concluait-il, n'est ni dans le protectionnisme ni dans l'impérialisme,
mais dans une nouvelle distribution du pouvoir d'achat. C'est la réforme sociale qui était le remède. L'objectif, écrivait-il, était de transférer les accroissements de revenus provenant des rentes des classes possédantes vers les classes laborieuses ou vers les finances publiques. Et Ramsay MacDonald, qui a publié à l'époque un livre qui s'appelait The Solferine and British Industry, arrivait à la même proposition. Pour lui aussi, la question clé de la Grande-Bretagne était celle de la redistribution efficace des revenus. Et les conservateurs étaient d'ailleurs conscients de cette nouvelle polarisation qui structurait politiquement les représentations de l'avenir d'une façon nouvelle. Et nombre d'entre eux, de façon très célèbre, le duc de Northumberland, et nombre d'entre eux étaient donc prêts à se convertir au protectionnisme pour conjurer les progrès du socialisme. Le choix, disait Northumberland, est aujourd'hui entre protectionnisme et socialisme. Et la critique socialiste du protectionnisme conduisait de cette façon à rompre avec la nation-identité de Barrès ou de Déroulède pour retrouver le sens révolutionnaire d'une nation fondée sur des liens intérieurs de solidarité et de réciprocité. Et cette prise de position amena les socialistes à ne plus consacrer comme progressiste le seul internationalisme. Si cet internationalisme dessinait toujours pour eux l'horizon d'un monde réconcilié, l'idée de nation redevenait porteuse d'un idéal d'émancipation. Jaurès en était fait le porte-parole en France, et ce sera l'œuvre de Kautsky en Allemagne. Ce dernier comprenait la nation comme un espace d'expérimentation d'une cohésion sociale qui était fondée sur la réduction des antagonismes économiques. Ce sont des textes un peu plus tardifs. Et le combat socialiste pour la réalisation d'une société sans classe s'intégrait de la sorte sans heurts chez lui dans une reconnaissance de la pertinence de l'espace national. La nation était en effet de cette façon un moment et une figure nécessaire à la fois du combat pour la réduction des inégalités. Un autre grand dirigeant de la social-démocratie allemande de l'époque, Otto Bauer, avait de son côté développé une théorie très puissante de la nation, disait-il, comme expérience commune d'un même sort, et donc en rupture avec les visions nationalistes d'une simple identité passive de destin. Une expérience commune d'un même sort et non pas une identité passive. C'est-à-dire qu'elle était pour lui inséparable d'une interaction permanente, de conflits et de compromis entre les différents groupes qui la composent. Ainsi, en déduisait-il, la nation cesse d'être pour nous une chose rigide et devient un processus du devenir. La nation, comprise de cette façon, était productrice d'un lien social qui ne reposait pas sur une norme s'imposant de l'extérieur aux individus, mais comme une force intérieure qui se construisait. À la nation extérieure, on substituait la vision d'une nation intérieure. Et le développement d'institutions redistributives, évidemment, pouvait parfaitement s'insérer dans des approches de cette nature de la nation. Nous faisons donc une petite pause avant de continuer tout à l'heure.